Des pourris en narration, on les compte par charrette. Des pourris qui deviennent bons, on est déjà un peu plus sélectif. Alors des pourris qui deviennent bons en passant par un acte cohérent de rédemption, c'est carrément rare. Et s'il en est un sur lequel j'ai eu des doutes raisonnables, c'est bien notre dieu de la malice préféré. Ouais, je dis préféré parce que... Parce que... I'm listening. Ah, il est juste fascinant. Coup de pignole? Liv, par pitié. Mes excuses, monsieur. Je me figurais que c'était Quoi, approprié, de bon goût, pas du tout en dessous de la ceinture? approprié, convenait parfaitement, monsieur. Avec l'arrivée de la saison 2 de Loki sur nos écrans Disney+, je pose clairement la question. Peut-on globalement considérer que la rédemption de Loki est une réussite? Allez Liv, c'est retipart. Balance le générique qu'on regarde ça de plus près. Lorsque j'ai regardé la première saison de Loki, j'ai trouvé ça hyper cool. On mettait ce personnage iconique sur le devant de la scène en le montrant comme on ne l'avait encore jamais vu, à la place du héros. Je veux dire, d'un vrai héros, pas juste du personnage principal, mais de celui qui tente de sauver la situation. Et je ne sais pas si c'est Tom Hiddleston qui me fait le plus kiffer ou l'écriture du personnage, mais bordel, qu'est-ce que c'est réussi. Et en même temps que je kiffais la série, je me suis rendu compte que j'ai été très prompt à lui pardonner. I beg your pardon. Bah oui, Loki, c'est de la manipulation, la trahison et du meurtre de masse. Pour dépasser cette image, non pas effacer l'ardoise, mais rééquilibrer la balance, il ne faut pas juste transformer brusquement le type. Non, pour que sa transformation soit crédible, il lui faut un acte de rédemption crédible. Et ça m'a rappelé à quel point tous les films dans lesquels il est apparu ont failli à cette tâche. Ils ont échoué dans le fait de nous offrir une rédemption digne de ce nom. Pour se rendre compte à quel point, il faut s'intéresser à son évolution. I am a god, you dull creature. Loki est intervenu dans pas moins de 6 films différents, depuis le premier film Thor jusqu'à une brève apparition dans Endgame qui déclenchera plus tard le nexus de la série. On est en 2011. Loki découvre qu'il n'est pas un Asgardien mais un géant des glaces exilé par les siens et recueilli par Odin lorsqu'il était enfant. What more than that? Il n'est pas assez bien pour être un géant des glaces et n'est pas un Asgardien à proprement parler. Globalement, tout le film traite de la quête d'identité. Because I'm the monster that parents tell their children about at night. You know, it all makes sense now why you favored Thor all these years. Because no matter how much you claim to love me, you could never have a frost giant sitting on the throne of Asgard. C'est par le biais du pouvoir qu'il pense trouver sa voie. Voie que Thor s'empressera de briser, au propre comme au figuré, après avoir vaincu son frère. Loki est présumé mort après ça. Mais... surprise! Non seulement Loki n'est pas mort, mais en plus il est plus fort que jamais grâce à son sceptre. This usually works. Il décide de se venger définitivement de Thor en s'emparant de la Terre. S'il ne peut pas être roi d'Asgard, alors il sera le conquérant de la planète si chère au cœur de son frère. Non seulement Loki est fascinant dans le rôle du super vilain, mais il nous offre le boys band, Sorry Natasha, le plus iconique de l'histoire du MCU avant de se faire monter en l'air, assez littéralement finalement par Géant Vert. Ici, on pose la question de l'essence du pouvoir. Est-ce que c'est l'esprit de conquête ou grâce au pouvoir de l'amitié face à un ennemi commun? If it's all the same to you. I'll have that drink now. Prisonnier sur Asgard après sa déconfiture sur Terre, Loki devient le responsable de la mort de sa mère et s'allie à Thor pour la venger. C'est la première fois qu'ils font front commun et que Loki montre ses failles. Now you see me, brother. Malheureusement, il meurt en venant au secours de son frère. Mais... surprise! Loki n'est pas mort et décide de s'allier définitivement à Thor pour vaincre une sœur aux tendances malsaines. Asgard est détruit, Thor est roi et décide de partir s'installer sur Terre avec son peuple. D'après moi, le sujet central de ce troisième volet est la place du peuple dans la gouvernance. Un royaume n'est pas défini par son emplacement géographique, mais par son peuple. C'était sans compter Thanos. Loki est tué par Thanos juste après lui avoir dit qu'il ne sera jamais un dieu. Bon, tout ça pour dire quoi, Que l'arc de Loki est illisible. Découvrir ses origines cachées pour lui donner un désir fort? Ok. Le placer en vilain assez ambitieux et dangereux pour rassembler les meilleurs contre lui et poursuivre sur la route de son désir? Ok. Le faire perdre lamentablement, l'emprisonner, lui arracher la femme de sa vie par sa faute et le faire mourir comme si le karma voulait rééquilibrer les choses? Super! Simuler sa mort et lui faire prendre conscience en toute fin de film qu'il devrait abandonner l'idée d'accéder au trône et se ranger aux côtés de son frère? Pourquoi faire? Surtout si c'est pour le faire mourir, pour de vrai cette fois-ci, de la main de celui qui lui avait promis le trône au tout début de son évolution. Que Loki se retourne contre Thanos, c'est cool. Il y a une forme de boucle bouclée après sa prise de conscience de Ragnarok. Mais il n'en reste pas moins que Loki aurait dû mourir dans Thor 2.
Là seulement on aurait pu parler de rédemption. Mais c'est quoi la rédemption ? De quoi qu'on cause finalement ? La rédemption, c'est le fait de ramener quelqu'un du bon côté de la force. Le fait de se racheter. Je ne te parle pas de ramener des chouquettes au bureau, je te parle d'un vrai bail. Puisque s'il y a rachat, c'est qu'il y a eu faute. Et pour pardonner la faute, il faut que la réparation soit convaincante. Quand en narration, un meurtrier veut se rédimer, d'après moi, juste le fait de sauver d'autres gens ne suffit pas à rééquilibrer son karma. En général, on attend de lui qu'il fasse le sacrifice ultime. Il doit mourir. Je ne dis pas que c'est un schéma universel ou une règle absolue. Je dis que lorsqu'un vilain tue des innocents ou un protagoniste, ça génère des attentes, justifiées ou non, chez le public. Et dans les films, c'est tout le problème. Ou plutôt, les problèmes. I'm sorry. Pourquoi est-ce que je dis que Loki aurait dû mourir dans le monde des ténèbres ? À cause du traitement du personnage dans le film. On y voit un Loki authentique avec la seule personne qu'il n'a jamais trahi. Hello, Mother. Have I made you proud? Please don't make this worse. Define worse. Enough! Si on prête attention à ce que sont Thor et Loki, force est de constater que chacun a les attributs d'Odin ou de Frigga. Thor possède le marteau et est destiné à être roi d'Asgard. Loki possède la magie de sa mère et est un peu plus en retrait. Chacun jugera du niveau de subtilité, mais ça reste un indicateur supplémentaire pour exprimer la relation privilégiée qu'il entretient avec sa mère. Prisonnier et amer après la défaite de New York, Loki pense envoyer les elfes noirs en direction de Thor. Il signe en fait l'arrêt de mort de sa mère, qui provoque quelque chose chez lui, plus que de la colère, de la peine. Et on comprend, mieux que ça, pour la première fois, on ressent de l'empathie pour lui, ce qui le rend bien moins détestable pour les crimes de New York. On ne veut pas lui pardonner, mais on ressent de l'empathie pour lui car il est très simple de s'identifier. Pour la première fois, Thor et Loki sont mis sur le même pied d'égalité. Pas de trône, pas de recherche de pouvoir, ni de concours de quéquette. Il n'y a que deux enfants orphelins de mère, rapprochés par le deuil et la vengeance. I wish I could trust you. Trust my rage. Imagine si après ça, Loki était mort pour sauver Jane. Le dieu de la malice qui a toujours été avide de pouvoir et de contrôle, qui s'est toujours senti au-dessus des autres, meurt en se sacrifiant pour une humaine après s'être rendu compte que sa recherche de pouvoir aurait été responsable de la mort de sa propre mère. L'effet direct de ce scénario, une réconciliation avec Thor, la fierté probable d'Odin et une forme de rédemption morale. Ça ne rachète pas les crimes du passé. Et c'est le maximum. Le sacrifice ultime est la marque d'une bonne prise de conscience. Ose me dire qu'il n'y avait pas un boulevard pour une prise de conscience et une bonne grosse rédemption des Fafa. Au lieu de ça, on utilise le gimmick le plus connu et redondant de la palette de Loki, la mort factice et une nouvelle quête de pouvoir. Ça ne veut pas rien dire sur le personnage. Ça signifie que rien ne compte plus que le pouvoir. Pas même la mort de sa propre mère. Et c'est incohérent avec ce que nous montre le film. L'autre problème de Loki, c'est son ref, ou plutôt la relation qu'il entretient avec lui. Loki is beyond reason, but he is of Asgard. And he is my brother. Thor n'est Thor, la figure du guerrier valeureux, en majeure partie parce qu'il y a toujours Loki, la figure du vice, dans l'équation. Et paradoxalement, tant que cette figure du guerrier valeureux existe, il ne nous est pas permis de voir ce qu'il y a de meilleur chez Loki. I remember a shadow. Living in the shade of your greatness. I remember you tossing me into an abyss. I who was and should be king. Dans la majeure partie de son existence dans le Marvel Cinematic Universe, Thor a toujours été construit en étroite relation avec Loki. On n'observe plus Thor en fonction de ce qu'il est individuellement, mais trop souvent en perspective des mauvaises actions de Loki. Même dans l'ère d'Ultron, dans lequel Loki ne figure pas au casting, on fait référence à lui puisque c'est son sceptre qui est l'élément central du film. Si, cette fois-ci, on s'intéresse à l'évolution de Thor, tu verras que contrairement à Loki, il ne fait qu'évoluer. Exilé par Odin et dépossédé de ses pouvoirs, il doit, tout comme Loki, réapprendre à se connaître. Il apprend l'humilité et la pondération lors de son exil sur Terre. Maintenant qu'il sait faire passer l'intérêt du plus grand nombre avant le sien, il doit apprendre à travailler en équipe pour protéger la Terre aux côtés des Avengers, de la soif de pouvoir de son frère. Thor 2 place l'histoire sous le signe du rapport avec la femme. Thor et Jane, Loki avec Frigga, sa mère. Il y a toujours une forme d'écho entre les deux qui est permis par l'une des questions centrales. Jusqu'où suis-je prêt à aller par amour pour celle que j'aime ? Avec la menace que représente Hela dans Ragnarok, Thor comprend ce que signifie gouverner en comprenant ce qu'est un véritable royaume, son peuple, mais aussi la source de son pouvoir. It's too strong. Without my hammer, I can't. Are you Thor, the god of hammers? That hammer was to help you control your power, to focus it. It's never your source of strength.
It's too late. She's already taken Asgard. Asgard is not a place. Never was. This could be Asgard. Asgard is where our people stand. Asgard n'est pas un lieu au même titre que la source de pouvoir de Thor n'est pas son marteau. Thor est aussi fort, sinon plus, sans son marteau, tout comme les Asgardiens restent un peuple sans Asgard. Humilité, intérêt commun et compréhension de la gouvernance, à chaque fois, Loki était présent. Toute cette interdépendance entre Thor et Loki que j'essaie tant bien que mal de te prouver, on en est témoin dans ce 3e volet de Thor. Dear brother, becoming predictable. I trust you. You betray me round and round in circles we go. See, Loki, life is about growth. It's about change. But you seem to just want to stay the same. I guess what I'm trying to say is that you'll always be the god of mischief. But you could be more. Et c'est vrai, c'est en brisant ce cycle que Loki comprend où est sa vraie place. Non pas sur le trône comme Odin, mais aux côtés de Thor comme l'était Frigga. Ce fameux cycle, on verra que Loki le brisera différemment dans la série. Dans Infinity War, je ne constate aucune évolution significative de Thor. Et pour cause, la mort de Loki fait de Thor un personnage uniquement motivé par le désir de vengeance. Cette fois-ci, pas de mort factice. Et ça fait toute la différence. Sans Loki dans l'équation, Thor retombe dans des considérations plus personnelles. Quand tous parlent de sauver l'univers, lui ne songe qu'à tuer Thanos. C'est d'ailleurs dans cet opus qu'il nous offre, d'après moi, sa meilleure réplique. You know, I'm 1500 years old. I've killed twice as many enemies as that, and every one of them would have rather killed me, but none succeeded. I'm only alive because fate wants me alive. Thanos is just the latest in a long line of bastards, and he'll be the latest to feel my vengeance. Fate wills it so. Mm-hmm. And what if you're wrong? Well, if I'm wrong, then what more could I lose? Tout ça pour dire qu'il y avait de quoi, dans l'évolution de Loki, offrir au public quelque chose de profond et d'inoubliable. Mais les films ont préféré mettre l'accent sur la relation de Loki avec Thor, ce qui n'est pas catastrophique en soi, surtout lorsqu'on voit comment le désir de vengeance pousse Thor dans ses retranchements. Mais alors qu'est-ce que la série a de plus, hein ? Bah justement, elle nous offre un Loki sans Thor, et la possibilité d'une rédemption plus complexe qu'il n'y paraît. Mais ça, je te laisse en juger par toi-même dans la seconde partie. D'ici là, prends soin de toi.